Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc la Gazette des communes, comme on peut le voir sur la slide suivante, au-delà du magazine que vous connaissez sans doute très bien, ce sont effectivement des formations. Plus de 150 programmes de formation, tous agréés pour la formation des élus, disponible pour certains d'entre eux sur mon compte élu et bien sûr certifié Calliope au titre de la catégorie d'action action de formation. Donc 20 ans d'expérience, 2000 cadres territoriaux formés chaque année et puis de belles recommandations de nos stagiaires puisque 90% d'entre eux sur les 6 derniers mois ont recommandé les formations qu'ils ont suivies à nos côtés. Quelques exemples de collectivités qui nous ont accompagné et fait confiance ces derniers temps. Le département de l'Ardèche, le département de la Sarthe, la ville de Fontenay-aux-Roses, la ville de La Rochelle, voilà. Donc, merci à tous. Certains d'entre vous sont peut-être présents ce matin, mais merci pour votre confiance et votre fidélité. Donc, sur la slide suivante, juste un petit détail. Donc, la Gazette sont des formations à la fois en inter, en classe virtuelle, en e-learning, mais aussi en intra, à partir de 4 personnes concernées ou intéressées dans votre collectivité. Nous intervenons chez vous afin de vous former au plus proche de vos attentes et de problématiques propres. Et donc, nous avons 13 rubriques de formation qui vont du management jusqu'à la transition climatique, qui est une de nos dernières rubriques sorties, avec, vous vous en doutez, des formations tout à fait d'actualité sur le rôle des collectivités dans cette transition climatique et dans les changements écologiques que nous rencontrons. Et puis, c'est enfin une partie de notre activité qui prépare au concours de la fonction publique grâce à CAP Carrière publique. Voilà, donc je suis très heureuse de recevoir ce matin Corinne Sampé, qui est coach certifié, qui accompagne la transformation durable des collectifs et qui, comme vous le verrez, nous en parlerons, est le coach d'un parcours que nous avons récemment développé qui s'appelle Top Leader, dont Christophe et Corinne vous parleront plus amplement. Et donc Christophe Rinero, qui est le directeur des formations La Gazette des communes. Et ils vont tous les deux nous accompagner sur ce webinaire consacré au management territorial et vous donner des pistes pour que vous, managers, puissiez exercer pleinement votre leadership et développer un esprit agile et innovant. Donc dit comme ça, c'est un vaste programme, mais vous le verrez, des solutions existent et j'espère que vous les saisirez ce matin en notre compagnie. Donc, je leur laisse la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser le petit module questions que vous avez à disposition et je les leur relayerai au cours de leur intervention et en fin d'intervention afin que nous puissions y répondre plus amplement. Très bon webinaire à tous. Corinne, Christophe, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Laurence, tout d'abord notre super chef d'orchestre aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'être là parmi vous avec Corinne pour évoquer le sujet de la posture managériale, du leadership dans les collectivités en tant que manager. Donc comme l'a évoqué Laurence, n'hésitez pas à interagir avec nous, à envoyer les questions dans le chat. C'est Laurence qui peut voir les questions et vous aussi vos remarques et nous les relaiera à certains moments pendant la présentation. Donc tout d'abord, ce que nous vous proposons, c'est de nous intéresser aux principales évolutions de l'écosystème qui vous impactent aujourd'hui, qui impactent les managers territoriaux. Ensuite, dans une seconde partie, nous verrons quels sont les impacts pour vous dans votre métier au quotidien, comment vous le vivez. Et ensuite, notamment avec tous les apports de notre coach Corinne, quelles astuces, outils, conseils Corinne pouvons vous apporter afin de développer votre posture managériale et votre leadership en tant que manager dans les collectivités. Et dans la dernière partie du webinaire, nous pourrons aborder notre formation, donc Corinne est la coach, Top Leader Territorial, notre super parcours. Alors, quelles sont les principales évolutions de l'écosystème autour des managers territoriaux aujourd'hui? Nous en avons sélectionné 5, il y en a d'autres, mais qui pour nous sont vraiment saillants par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui en tant que manager dans votre environnement. Le premier point, c'est le renforcement des paradoxes. Comme vous voyez,
c'est médiatisé. Alors, quel est ce paradoxe? D'un côté, vous avez l'intérêt des services publics, du service public, qui est une valeur très très forte pour tous les agents et même tous les nouveaux agents que vous recrutez actuellement. Pour eux, c'est un des points forts hein, de marque employeur du service public et cette valeur de service public qui permet de lutter contre tout type d'inégalité sur les territoires, dans les collectivités ou autres. Et d'un autre côté, dans le paradoxe, vous avez cette contrainte budgétaire qui est là, ces ressources qui sont limitées, donc avec le risque de dégradation du service rendu au public, ce qui vous oblige à gérer justement ce paradoxe. Comment faire plus avec moins, ce qui peut impliquer du stress. Le second point saillant qui est impactant, c'est l'évolution rapide des métiers. Aujourd'hui, nous le constatons tous, nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite, qui se digitalise, et d'après des études prospectives, environ 80-90% des métiers se seront fortement transformés ou disparus ou créés dans 10 à 20 ans. Ce qui veut dire que le savoir-faire technique sur lequel on s'appuie est en constante transformation et donc il est très périssable. Et comme vous le savez, dans les représentations du management, pendant très longtemps, on pensait que le manager devait être plus expert que ses équipes sur un sujet. Et plus ça va, et moins c'est le cas, et moins c'est possible pour le manager d'être expert de tout, être partout et être plus expert que ses équipes. Ce qui veut dire que la légitimité du manager qui pouvait s'appuyer autrefois sur cette expertise est de moins en moins vrai. Ce n'est pas le seul point pilier sur lequel le manager doit s'appuyer aujourd'hui pour être légitime vis-à-vis de son équipe. Ça va être davantage sur ses capacités d'adaptation, sur sa prise de hauteur, sur le fait de pouvoir accompagner des équipes, même s'il n'est pas plus expert que ses équipes sur le contenu, être légitime pour ça. Donc, ça nécessite d'autres compétences, dont le leadership et la posture managériale, dont nous reviendrons tout à l'heure. Le troisième point saillant, c'est l'évolution des modes de travail. Vous l'avez tous vécu hein, depuis la crise du Covid, où les collectivités, et vous toutes et tous en tant que manager, vous avez été en première ligne pour gérer cette crise. Le télétravail s'est fortement développé. Donc on est passé de mode à 100% présentiel à 100% télétravail, quasiment, sauf dans les métiers où ce n'était pas possible, bien évidemment, à maintenant un mode hybride que vous êtes en train, nous tous, mais aussi dans le secteur privé, d'expérimenter. Ce mode hybride, ça peut être comme vous voyez à l'écran, des réunions qui peuvent être organisées avec une partie des personnes en présentiel et d'autres parties en distanciel, comme ça peut être aussi une organisation du travail qui est totalement modifiée. C'est-à-dire certains jours on est sur site et d'autres jours nous sommes à distance. Donc le manager doit repenser son organisation d'équipe, doit repenser son animation d'équipe et surtout pour continuer à créer une cohésion d'équipe, une inclusion dans toute l'équipe, ça nécessite des qualités aussi d'animation et de réflexion et donc de posture pour tendre vers ça, donc de leadership. Le quatrième point que nous souhaitons mettre en avant avec vous aujourd'hui, c'est le management intergénérationnel. Donc vous avez à l'écran les différents types de générations avec les âges. Et donc la dernière génération qui vient de rentrer sur le marché du travail depuis certaines années, c'est la génération Y. Bientôt nous aurons la génération Z qui va arriver. Ce qui est caractéristique de cette génération Y, c'est une recherche d'un équilibre pro et perso qui est fortement développé. C'est pour ceux qui viennent dans le public des valeurs fortes, un attachement fort derrière le service public et les valeurs de service public. C'est une génération aussi qui est attentive à l'intérêt des missions et qui ont besoin d'avoir de l'autonomie et des marges de manœuvre dans les prises de décision et pour que leur créativité puisse s'exprimer. Donc cette génération, donc évidemment je caricature quand je dis cela par rapport aux générations précédentes, ont encore plus besoin d'un type de management participatif, d'un type de management délégatif et responsabilisant. Ils vont moins vis-à-vis de leur hiérarchique directe, donc le chef, la légitimité de ce chef-là va plus être uniquement juste parce que c'est le chef. C'est comme si le chef devait aussi
prouver sa légitimité aussi de ses équipes avec des qualités de leadership pour apporter une valeur ajoutée à l'équipe. Le cinquième point saillant qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui, c'est le pilotage des projets complexes. Comme on l'a évoqué dans les pages précédentes, vous voyez qu'il y a énormément de transformations en cours dans les collectivités, énormément de transformations à accompagner et qui sont de plus en plus rapides avec la transition écologique, avec le numérique ou autre. Ces projets, vous en avez de plus en plus, ils sont de plus en plus complexes dans un écosystème mouvant. Ça nécessite du coup des organisations plus agiles. Traditionnellement, il y avait des organisations assez verticales du travail. De plus en plus se mettent en place dans les collectivités des organisations dites horizontales. Ça veut dire que vous organisez un projet où les différents contributeurs de projet ne sont pas dans les équipes, sont dans plusieurs équipes et doivent tous collaborer ensemble les uns avec les autres. Ce qui nécessite pour le pilote de projet le fait d'être capable de mobiliser des personnes dont il n'est pas directement le hiérarchique, ce qui nécessite des qualités d'entraînement des autres, des qualités de leader sur lesquelles on va y revenir pour créer cette cohésion autour de ce projet et fait que tout le monde est maintenant multi-projet, faire en sorte que ce projet ne soit pas laissé de côté et puisse continuer à avancer. Donc au-delà de ces 5 premiers points importants d'éléments de transformation dans les collectivités, on va s'intéresser maintenant à quels sont les impacts pour vous de toutes ces transformations et comment vous le vivez aujourd'hui. À ce propos, n'hésitez pas à partager dans le chat, donc auprès de Laurence, comment vous vivez les choses aujourd'hui, ce qui est important pour vous. Donc on a retenu 2 points essentiels sur comment vous vivez les choses aujourd'hui. Le premier, c'est que vous avez le sentiment de courir après le temps. Vous avez un nombre de mails incroyable tous les jours, un nombre de sollicitations, de réunions entrantes, et du coup, ça peut être très perturbant de comment je gère mes priorités, comment je gère tout ce flux qui arrive vers moi en permanence. Et donc, pour justement accompagner les transformations qu'on vient de voir auparavant, si vous êtes le nez dans le guidon en permanence à gérer les urgences, à gérer l'opérationnel, c'est très difficile d'avoir une hauteur de vue, d'avoir un temps d'avance pour exercer vos qualités et talents de leader. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis aujourd'hui sur ce sujet. Et dans le parcours justement Top Leader, dans la première promotion que nous avons eue à l'automne dernier, lorsqu'on avait fait un tour de table dans les attentes, presque tous ont évoqué ce besoin d'avoir de la respiration, de pouvoir d'appuyer sur pause en fait, d'appuyer sur pause pour prendre du temps pour soi. C'était vraiment très prégnant et vraiment très frappant. Le second point, c'est la gestion des injonctions paradoxales, comme vous le voyez avec un exemple à l'écran. Ces injonctions, elles viennent des éléments présentés auparavant tout à l'heure, de gérer le paradoxe du service public, notamment avec des moyens de plus en plus limités. Et donc, cet impact-là transpire dans toute la ligne hiérarchique. Et donc, il vous incombe à vous de gérer ces paradoxes. Vous avez des injonctions qui viennent par le haut, vous avez des attentes des opérationnels que vous managez, et vous êtes là au milieu, tiraillé pour réussir à arbitrer. Et ce n'est pas facile du tout. Cela vous met en tension, cela peut générer du stress, et pourtant, ça fait partie de votre travail de manager de réussir à trouver cet équilibre parfait qui n'existe pas, ce qui peut impliquer derrière de la culpabilité qu'il faut aussi également gérer. Donc, avant de demander à Corinne son retour ou les conseils qu'elle peut vous donner en termes de posture et de développement de votre leadership, on peut s'intéresser à la définition du leadership. Le leadership, donc il existe un certain nombre de définitions. J'ai pris une définition qui est également partagée et relayée par le SNDGCT. Le SNDGCT qui a écrit une première note de réflexion qui s'intitule DGS chef ou leader et donc qui a vraiment ciblé comme un enjeu de développement de la direction des collectivités, de la transition de chef et à leader. Donc je vous invite à lire cette note
qui est vraiment très très bien faite. Donc cette définition est la suivante: le processus par lequel un individu influence un groupe d'individus afin de les convaincre de ce qui doit être fait et de comment le faire. Ce qui signifie qu'un chef, dans son sens hiérarchique, peut être également leader, mais qu'un leader peut ne pas nécessairement être un chef. À partir du moment où vous avez des suiveurs sur lesquels vous avez une influence, vous êtes un leader, sans être forcément chef. Donc, ce qui est très important dans cette relation entre le leader et les suiveurs, c'est que les suiveurs sont volontaires pour suivre le leader, ce qui n'est pas techniquement et forcément le cas dans une relation hiérarchique manager-manager où le manager n'a pas forcément choisi son manager. Dans le cas du leader, le suiveur choisit volontairement de suivre son leader. Donc du coup, pourquoi le suiveur est volontaire pour suivre son leader? Bon, on attribue généralement un certain nombre de qualités au leader. Donc nous en avons choisi 4. Là également, il en existe aussi plein d'autres qu'on aurait pu développer, comme l'exemplarité, l'enthousiasme, la créativité, une certaine positive attitude, etc., etc. Donc le premier que nous avons choisi, c'est la vision. La vision est ce qui caractérise un leader parce que c'est ça qui permet de donner un cap à toutes les équipes, d'avoir justement cette hauteur de vue qui nous fait sortir du guidon, d'avoir ce recul que le manager et le leader apportent à ces équipes qui ont aussi le nez dans le guidon. C'est toujours ce sentiment d'être en maîtrise, en contrôle de la situation, d'avoir toujours un coup d'avance. C'est ce qui donne l'envie d'être suivi. C'est cette vision qui dit, OK, je vais le suivre parce qu'il a une vision. Et du coup, grâce à cela, ce recul-là permet de mieux gérer son stress également. Le second point que nous avons choisi, c'est l'écoute. Dans l'écoute, il y a toutes les qualités d'empathie et également aussi de donner du feedback dans l'écoute. C'est derrière la vision, c'est pas le leader qui est tout seul. Le leader, il construit quelque chose avec ses équipes qui fait que ça les embarque et qu'il y a une cohésion. L'écoute est essentielle et l'interaction avec donc ses suiveurs est essentielle pour faire progresser le projet. La vision, c'est plus une direction que forcément une destination. Comme vous le savez, quand on avance sur un projet, souvent le résultat du projet peut être légèrement différent du départ, mais c'est pas grave si la direction a été tenue. Le troisième point, c'est l'authenticité. Et c'est d'avoir le courage le courage de cette authenticité. Un leader, pour qu'il puisse justement inspirer confiance dans tous les messages et dans toute cette communication, comme vous le savez, il y a la partie verbale, mais également il y a la partie non verbale. Et 90% du message délivré passe aussi dans le non verbal. Donc si un manager vous délivre un message et qu'on ne sent pas dans son non verbal qu'il est aligné avec ce message, ça peut poser un souci sur le fait que le message va être bien reçu et bien suivi et appliqué. Donc si vous n'êtes pas totalement aligné, c'est le conseil en tout cas que moi je donne, si vous n'êtes pas totalement aligné avec un message à délivrer, vous devez aussi évoquer, je pense, en toute transparence, c'est ce que j'appelle le courage de l'authenticité, évoquer aussi vos doutes. Et pour moi, ça fait partie de la posture managériale, parce que c'est ça qui va embarquer derrière vos équipes. C'est cette authenticité qu'une qualité humaine essentielle. Et le dernier point, c'est la confiance. Parce que est-ce que vous accepteriez toutes et tous de suivre un leader en qui vous n'avez pas confiance? Je pense que la réponse est non. La confiance est essentielle. Christophe, on ne t'entend plus. Christophe, je pense que tu as un petit souci technique. Oui, alors, je vais me permettre, peut-être Laurence, Voilà, de de reprendre sur la reprendre. confiance avant qu'on prenne des questions et des réactions. Oui,
Tout à fait. Alors bonjour à tous. Donc pour ma part, Corinne Sampé. Donc je suis coach d'organisation HEC et j'ai la chance de travailler avec Christophe, Laurence et l'équipe sur ces approches de leadership. Et la confiance, effectivement, comme le disait Christophe, est absolument essentielle. Elle fait partie d'un triangle. C'est la confiance en soi, la confiance dans l'équipe et également la confiance dans les autres. Et on sait que sans confiance, il est difficile de progresser et en tout cas de progresser dans un domaine où l'incertitude peut nous accompagner et la complexité est souvent au rendez-vous et peut-être plus que nous ne le souhaiterions, mais en tout cas, il nous faut composer avec cela. Et l'objectif de la réflexion qui est la nôtre, c'est de passer de l'impossible au possible. Et alors, je vois que Christophe est revenu, donc je vais te... Voilà, Christophe, je te redonne le bâton de parole, c'est à toi. On ne l'entend plus, donc je vais lui Non, envoyer mais allez. peut-être un... Donc, je vais continuer. Donc, Oui, oui. l'objectif qui est le nôtre, c'est de passer d'une dynamique où parfois on est dans la gestion des contraintes, etc., et finalement de transformer cette vision en se disant, ben voilà, beaucoup de choses sont impossibles, mais qu'est-il possible de faire et que peut-on faire? Et donc, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est vraiment une question de posture et une question de posture que les leaders ont, qu'ils peuvent adopter, qui se travaillent, c'est un exercice et qui invite aussi chacun à aller vers le possible et donc vers une dynamique collective sans être dans le monde des bisounours. On voit que beaucoup de choses sont évolutives et c'est aussi ce qui fait le charme des organisations humaines. Voilà donc Ah, sur... excusez-moi, Corinne, tu m'entends? Ah, ça y Oui, est, on c'est bon, t'entend. Christophe. On t'entend de nouveau. Oui, d'accord. Apparemment, il y aurait eu un petit problème de son. Je suis désolé, donc je ne sais pas depuis C'est pas quand grave. j'ai été coupé. Eh ben, juste au dernier niveau sur la confiance, mais Corinne a repris le flambeau. Voilà, donc on va pouvoir peut-être faire effectivement prendre quelques Merci. réactions. Merci, Corinne. Donc, du Euh, coup, ce que je voulais évoquer pour compléter Corinne, c'est vous pouvez tous devenir des leaders aujourd'hui. Même s'il y a un aspect inné ou certains, peut-être personnes ont plus de prédisposition que d'autres, ça se travaille et on peut tous progresser, partir d'un point A à un point B pour développer ces qualités de leadership qui sont, comme vous l'avez vu, essentielles dans les années qui viennent dans les collectivités. alors effectivement, par rapport à tout ce que vous venez de dire tous les deux, on a beaucoup de questions autour des moyens pour à la fois identifier son propre fonctionnement managérial et puis du coup et surtout peut-être analyser les modes de fonctionnement des autres. Parce que voilà, confiance, authenticité sont pas forcément des attributs simples qui dépendent aussi de la personnalité des agents que les managers encadrent. Certaines personnalités, par exemple, vont avoir besoin d'être très rassurées, très encadrées, et peut-être du coup vont être perturbées par une certaine authenticité de la part de son manager. Donc voilà, il y a vraiment deux pistes. Comment moi, j'identifie mon fonctionnement managérial, celui qui me va, qui va me permettre aussi de prendre du temps pour moi et de me réaliser, tout en prenant en compte les attentes et les modes de fonctionnement des autres. Est-ce que Corinne, tu veux prendre la main ou je prends la main pour apporter des éléments de réponse? Alors, écoute, je veux bien commencer, puis je te laisse poursuivre si tu en es d'accord. Oui, effectivement, on est dans un univers où il y a nuances et subtilités. Il y a les grands principes qui vous ont été présentés précédemment et qui, pour nous, sont vraiment constitutifs d'un leadership sur la durée. Parce qu'en fait, on n'est pas sur une action à court terme, on est vraiment sur un travail sur la durée, un travail qui est respectueux de chaque mode de fonctionnement. Et vous avez tout à fait raison en mentionnant, d'accord, il y a mon fonctionnement, très bien, mais finalement, qu'en est-il des autres? On voit bien que dans les organisations, il y a ce principe de miroir. Il y a aussi le principe de la symétrie des attentions. Ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, hein. Et en plus, dans le domaine territorial, il y a une double dimension qui est aussi la dimension de la relation avec les élus, qui peut ajouter de la complexité ou en tout cas une certaine subtilité à la relation.
Donc nous, on part du principe que se connaître est un début et quand on se connaît, on ne se connaît pas que soi, on se connaît dans la relation avec l'autre et avec les autres. Et on est partisan du principe itératif et de petits pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, il y a des principes que l'on actionne et il y a des contextes situationnels où ces éléments se mettent en action de façon un peu beaucoup passionnément. Donc, on est vraiment sur des solutions qui sont nuancées et qui travaillent sur le seuil d'acceptabilité de chacun des acteurs et des parties prenantes. Donc, en fonction des cultures d'organisation, on ne va pas actionner de la même façon. Pour autant, on a quand même des principes fondateurs qui, eux, sont toujours présents. Voilà, moi, ce que je peux dire. Donc, pour répondre, il y a des ingrédients et il y a la recette qui va être la vôtre avec les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien. En revanche, du point de vue du leadership, on a un principe qui est toujours valable, c'est travailler aujourd'hui et préparer demain. Donc, vous voyez qu'on est dans un doux équilibre et entre l'un et l'autre. Voilà ce qu'il en est. Et Christophe, je te laisse poursuivre, compléter et ajouter d'autres points. Merci beaucoup, Corinne. Pour te compléter, je dirais que en 2 points. Le premier, c'est la connaissance de soi. C'est quelque chose du coup qui est un travail, un cheminement que tout un chacun peut faire pour réussir à interagir avec ses équipes. Si vous connaissez bien, vous savez du coup avec quoi vous êtes aligné ou pas, votre authenticité et la confiance que vous pouvez générer sera d'autant plus forte. Et le second point, c'est effectivement l'interactivité que vous avez avec les autres. C'est les qualités qu'on a vues tout à l'heure d'empathie, d'écoute, qui vont créer cette confiance. La confiance est dans les deux sens et comme on dit souvent, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Donc c'est très important que dès le départ, il existe des outils dont on pourra aussi évoquer qui permettent de mieux connaître ces équipes pour essayer de créer une interaction adaptée au comportement de l'autre. Et c'est toute cette écoute empathique qui est du coup nécessaire pour interagir avec les membres de son équipe et du fonctionnement de tout un chacun pour avoir une interaction adaptée et agile. Mais ça implique aussi de bien se connaître. Oui, c'est ça. Et puis, on a aussi pas mal de réactions sur, on a bien entendu ce que vous disiez sur le fait que le leadership pouvait être distinct d'une relation hiérarchique. Mais dans ces cas-là, c'est vrai qu'on est confronté au fait de devoir concilier des objectifs de leader et des objectifs de management, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas évident non plus, et moi c'est un conseil que je donnerais aussi, c'est manager son manager. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une injonction avec laquelle on n'est pas aligné, si juste vous redescendez au niveau au-dessous une injonction avec laquelle vous n'êtes pas aligné, donc du coup votre équipe ne va pas ressentir cette authenticité, va ressentir que vous n'êtes pas aligné. Et donc il y a aussi un sujet vis-à-vis de son manager pour discuter de tous ces points avec lesquels vous n'êtes pas aligné. C'est pour moi un préalable avant de communiquer aussi avec son équipe pour que la communication que vous allez en faire, vous soyez le plus aligné possible avec et assumer la part avec laquelle vous n'êtes pas aligné. C'est pour moi Tout comme à ça fait. qu'on crée une cohésion et de la confiance dans la durée. Parce que toutes les décisions que vous devez bien évidemment redescendre aux équipes, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Oui, absolument. Et puis, on a aussi des réactions sur le fait, bah oui, ce que vous dites, on essaye au quotidien de l'appliquer, mais nous, au-dessus, nous n'avons pas forcément la relation que vous décrivez avec notre responsable hiérarchique, notre N+1. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal à trouver un interlocuteur à l'écoute. Effectivement, on invite également tous les N+1 à suivre les formations de la Gazette et du parcours Top Leader territorial pour que aussi, c'est vraiment toute l'année managériale qui doit
s'imprégner de ses qualités de leadership. Comme vous le savez, la force d'une équipe dépend de son maillon le plus faible, entre guillemets. Donc, si certains font le travail et d'autres ne le font pas, alors tout le monde ne peut pas faire le travail. En même temps, bien évidemment, ce développement du leadership dans les collectivités va se jouer sur un temps long. C'est chacun à votre niveau, vous pouvez faire un petit pas pour tendre vers, et c'est qu'au bout d'un moment, ça donnera un résultat si tout le monde fait ses petits pas. Oui. Alors, Oui, avant de vous redonner, ah, excusez-moi, Corinne, allez-y. oui, pardon Laurence. Oui, il y a ce sujet de temporalité. Évidemment, on n'a pas de baguette magique, hein. Hmm. Voilà. Nous, on observe aussi par le nombre de contacts que l'on a, ce qui fonctionne. Il n'y a pas de baguette magique non plus. En revanche, une chose est certaine que c'est qu'en miroir, quand on est dans la relation, il y a des éléments qui permettent, on voyait tout à l'heure dans la définition du leadership, ce qui est intéressant, c'est le principe du processus. Et si on en revient au processus, on voit bien qu'il y a cette notion de pas à pas, de temporalité, mais aussi par itération, ce que l'on fait provoque une réaction et en analyse, donc on progresse. Et moi, je crois vraiment au fait que quand on met des nouvelles actions ou des nouveaux rituels en place dans les organisations, eh bien, par effet miroir, ça infuse et ça finit par diffuser. Voilà, mais effectivement, il n'y a pas de baguette magique, c'est pas en un mois que ça se passe. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher des objectifs qui ne soient pas de grands objectifs, mais des objectifs atteignables qui permettent aussi de garder confiance et de garder aussi la motivation. Parce que ces processus de changement sont des processus qui peuvent prendre de l'énergie, qui prennent aussi du temps. Donc, il y a aussi une attention particulière à la motivation. Et d'ailleurs, quand on est sur les éléments que Christophe nous partageait précédemment, l'écoute, l'authenticité et la confiance, ce sont aussi des éléments qui permettent de nourrir la motivation. Et il n'y a pas Complètement. qu'une motivation, il y a des motivations. Il y a des motivations intrinsèques, extrinsèques. Et c'est là où, Laurence, on rejoint les questions qui étaient en disant oui, moi je suis ceci, mais qu'en est-il des autres? Et donc, il y a Absolument. ces motivations avec des S. Voilà, je me permets juste ce point. Et donc, la nuance est un élément important dans la boîte à outils du LUDER. Prendre en considération la nuance, les nuances et amener des positions nuancées contribue à l'évolution des organisations pour gérer de l'impossible qui devient un peu plus possible, hein, et également pour avoir une approche de la complexité avec une boîte à outils. Hmm. Merci à tous les deux Merci Corinne. pour ces interventions. Donc, on va retenir voilà, les 4 attributs de cette première partie. Donc, la vision, l'écoute, l'authenticité, la confiance qui sont vraiment clés, avec effectivement toutes les nuances que ça impose et que vient de rappeler Corinne. Donc, merci. N'hésitez pas à continuer à réagir et nous continuons sur le déroulé de ce webinaire avec la 4e partie. Donc justement, Corinne, quelle solution peux-tu voir toi pour améliorer sa posture managériale et développer son leadership en collectivité? Oui, merci. Donc, je vais reprendre peut-être des éléments que nous avons parcourus juste avant. Tout d'abord, vous l'avez très justement mentionné par rapport à vos questions, tout commence par soi. Et donc, on voit que tout commence par soi, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la prise de conscience que chacun peut avoir et l'objectif qui est le nôtre, c'est vraiment de créer les conditions qui permettent d'aller vers cet apprentissage du leadership et notamment par les conditions. Il y en a une première qui me semble essentielle, c'est de reprendre la main sur son agenda. Non pas parce que vous allez gérer votre agenda avec entière liberté, mais avoir conscience que le temps nous est souvent imposé, les deadlines sont souvent imposés, etc. Et donc d'avoir une vision sur la semaine et sur le mois, de telle sorte à vous positionner des moments de respiration. Alors la respiration, pourquoi?
parce que c'est essentiel pour avoir une vision réflexive de ce que l'on fait. C'est aussi une bulle d'espace-temps pour avoir justement cette prise de hauteur dont nous parlions, prise de hauteur nécessaire pour avoir une vision et aussi pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas sous le coup du stress, mais des décisions qui sont structurantes et qui permettent de gérer le quotidien et l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a des flux que l'on sait venir régulièrement, comme par exemple des éléments administratifs comme les validations de factures, etc. Ça, vous savez que ça existe. L'objectif, c'est plutôt que d'attendre d'être au dernier moment pour les gérer, eh bien, vous accordez et planifiez des moments dans votre agenda pour avoir ces rituels finalement et ces méthodes ou cette gymnastique qui vous permet de lisser les obligations et de prévoir, moi souvent je conseille de prévoir 2 fois une demi-heure dans son agenda par semaine pour avoir des moments avec soi ou pour gérer les urgences. Hein. Donc on a déjà ce principe. Pourquoi? Parce qu'un leader doit gérer le quotidien, bien sûr, mais également avoir le temps d'avance dont nous parlions précédemment. Donc, l'agenda est un sujet et on sait aujourd'hui combien l'agenda est compliqué. Donc, bien sûr, c'est l'agenda en tant que tel, mais c'est aussi d'avoir des moments où on peut être dans son bureau sur une phase de réflexion ou une phase de rédaction, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce qui est aussi précieux pour nous, et si on va sur le slide suivant, c'est d'avoir une conscience que pour développer des pratiques en situation complexe et dans des environnements multi-acteurs, il est important déjà d'avoir une conscience de son propre développement et de bien se connaître. Donc vous le disiez et vous l'aviez mentionné tout à l'heure, peut-être sur des éléments de comment dire, de qualité ou de compétences. Mais ce qui peut être intéressant également, c'est de se dire, mais finalement, dans la semaine écoulée, qu'est-ce qui a été mon facteur clé du succès? Qu'est-ce qui a été le point que j'aurais pu améliorer? Et si je devais refaire, par exemple, une réunion, si vous avez une réunion qui a évolué d'une façon qui n'était pas celle que vous attendiez, se dire, mais qu'aurait-il fallu que je fasse pour que cette réunion suive un cours différent? Donc, vous essayez avoir déjà avec vous-même ces phénomènes de réflexivité. Et pour cela, il me semble intéressant que d'avoir 3 sources. Ces 3 sources, c'est d'une part de s'inspirer. S'inspirer, ce qui peut être fait par des collègues, par exemple, qui seraient dans la même collectivité que vous et que vous trouvez avoir des pratiques intéressantes en ayant l'analyse en se disant, mais tiens, qu'est-ce qui m'inspire dans la pratique de cette personne? Ou alors s'inspirer en ayant, par exemple, en écoutant des émissions, un podcast, un MOOC, en lisant un article par rapport à des acteurs, et pas toujours dans votre secteur. Hein, on peut s'inspirer avec des acteurs qui sont d'autres secteurs. Moi, je crois beaucoup à l'inspiration. Et l'inspiration permet également de respirer. Hein, et respirer pour mieux être à l'action. Hein, on est vraiment dans un principe de repos pour mieux repartir. Mais également d'avoir des échanges avec les pairs. Donc, face à des problématiques, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, ou des situations délicates, voir comment d'autres envisagent d'autres approches et d'autres pistes. Donc ça, c'est vraiment l'échange avec les pairs est quelque chose d'intéressant. Et par rapport aux éléments que mentionnait tout à l'heure Christophe, quand on est dans l'échange avec les pairs, on est dans un principe d'écoute respectueuse et réciproque et également d'authenticité. Hein. Donc ces échanges sont précieux. Et enfin, le fait de se former, et il y a beaucoup de façons de se former, et ne serait-ce que se former, finalement, c'est le passage à l'action. Dans le cadre de vos inspirations, vous avez identifié une pratique qui vous semble intéressante, et bien après, vous vous formez en vous l'appropriant et en la mettant en œuvre vous-même dans vos conditions de travail. Et ça peut être tout simplement en organisant une réunion avec une prise de parole différente et répartir différemment la parole. Ça, c'est une façon de vous former
avec une gestion de réunions différentes, mais également d'inviter vos équipes, si tant est que vous les sentiez avec un niveau de confiance suffisant pour cela. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire peur et de mettre des personnes dans une situation d'inconfort, hein, mais par exemple, répartir différemment la parole, laisser 1 minute à chacun pendant la réunion pour pouvoir exprimer un sujet ou co-construire un ordre du jour sont des éléments qui permettent de se former à des pratiques d'animation de réunion, par exemple, et également de former les équipes au fait de partager des points de vue. Ce sont des éléments qui me semblent particulièrement intéressants. Christophe, vois-tu un autre point à ajouter? C'est tout à fait parfait, Corinne. Merci beaucoup. Oui, j'avais un exemple d'un directeur de cabinet d'une grosse métropole la semaine dernière qui me disait qu'il recevait 400 mails par jour et 50 appels entrants par jour, au-delà du filtre qu'il peut y avoir en plus des secrétaires. Et que pour lui, sa seule manière de gérer un tel flux, puisqu'il est également en réunion tout le temps, c'est qu'il a coupé toutes ses notifications et il a sanctuarisé du temps dans son agenda par demi-journée où il va regarder tous ses mails, enfin, il va regarder ses mails et ses appels en absence et il choisit en termes de gestion de priorité pour reprendre le dessus sur l'agenda, c'est lui qui choisit à quoi il répond pas. S'il répond à toutes les sollicitations dès qu'elles arrivent, elle va être tout le temps coupée, que ce soit email et téléphone, donc effectivement c'est impossible pour lui. Donc c'est comme ça en tout cas qui s'organise lui au quotidien. Voilà, donc parfois il s'agit de petites choses, hein. On n'est pas sur Oui, des choses. Voilà, mais les petites choses ont de la valeur. C'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas de valeur. Et vous savez, quand on a des enfants jeunes, petit c'est mignon. Eh ben, je crois que dans la vie professionnelle, nous devrions garder cela. Et ça donne également confiance, hein. Et par rapport à la question que vous aviez tout à l'heure en disant, mais moi je me connais, mais on travaille avec des personnes qui ont des personnalités différentes. Et heureusement, c'est ce qui fait la richesse des équipes. Si nous nous ressemblions tous, bah, ce serait très triste. Et le fait d'avancer de façon progressive avec des petits pas permet à chacun de prendre, de gagner confiance, d'être en confiance et également d'avoir confiance dans la relation d'équipe. Ça, c'est un point qui est très important. Donc, ce que je merci retiendrai Corinne. de cette intervention, effectivement, c'est que le leader doit effectivement apprendre à mieux se connaître, à identifier son mode de fonctionnement managérial afin de développer son intelligence situationnelle. Donc ça, c'est pour lui. Qu'il doit aussi savoir identifier les leviers de motivation de ses équipes, notamment dans des situations critiques pour adopter un comportement adéquat en fonction des personnalités, du niveau de stress, du niveau de criticité, pardon, parfois, pour atteindre les résultats. Et donc, effectivement, manager la complexité et adapter une communication assertive pour donner du sens aux décisions. Et tout cela en sachant prioriser et arbitrer sans pour autant se culpabiliser. Et je crois que c'est un peu ce qui vous a amené à réfléchir, Christophe et toi, sur le parcours Top Leader que vous allez nous présenter et qui donne un certain nombre de réponses à toutes les questions qui ont pu être évoquées. Oui, merci beaucoup Laurence. Et donc avant de reprendre et de rééchanger avec vous via le chat et les questions que vous nous posez, on souhaitait vous présenter la solution que nous avons imaginée pour répondre à toutes les injonctions et tout ce que vous vivez aujourd'hui pour développer vos compétences de leader du futur dans les collectivités. C'est le parcours Top Leader territorial des formations de la Gazette. Dans ce parcours, tout d'abord, nous l'avons construit autour de 3 mots-clés: s'inspirer, se révéler, se développer. Et comme il existe déjà sur le marché un certain nombre de formations au management, au leadership, etc., et nous-mêmes, la Gazette, nous en avons un certain nombre, on a souhaité créer un parcours qui est totalement disruptif, totalement innovant, qui n'existait pas auparavant. Donc les 3 piliers de ces 3 mots-clés: s'inspirer, tout d'abord avec des témoignages de grands témoins qui viennent de l'extérieur, qui vont apporter une prise de recul, une prise de hauteur en partageant leur expérience sur des sujets donnés. Donc plutôt que d'avoir des cours académiques. Le second sujet, c'est se révéler avec l'accompagnement par un coach qui est donc Corinne pour mieux vous connaître, mieux vous réaliser dans tout ce que vous faites.
Il y a donc un suivi de A à Z par Corinne. Et également, de l'intelligence collective de se développer avec un échange entre pairs de problématiques. Et on va utiliser le système du co-développement, qui est la méthodologie du co-développement que maîtrise parfaitement Corinne, et qui est un fort développement aussi dans les collectivités. Alors, vous avez maintenant à l'écran le parcours. Tout d'abord, la durée de ce parcours, entre 2 et 3 mois. Pourquoi cette durée? On a souhaité que ce soit pas trop long pour que y ait les personnes qui s'inscrivent à ce parcours, qui est donc une promotion, ne perdent pas le fil de ce parcours et soient en permanence en interaction avec ce parcours. Mais en même temps qu'il y ait des périodes de respiration et donc avec des périodes de pause dans le parcours pour que tout un chacun puisse avancer à son rythme et maturer. Comme vous le savez, on va dire dans le développement des compétences, surtout quand on est sur des compétences humaines et des soft skills, on progresse par paliers. Donc chacun va avoir des progrès et des déblocages à des moments différents les uns des autres et sur des sujets différents les uns des autres. Et cette respiration est nécessaire pour que le parcours dure 2 à 3 mois pour cela. Donc maintenant, de gauche à droite, le parcours va commencer avec un kick-off, donc 2 heures en classe virtuelle pour que tout un chacun de la promotion puisse apprendre à se connaître. Donc on est bien sûr des managers à potentiel des collectivités qui souhaitent avancer dans leur carrière, qui souhaitent développer des qualités de leadership ou dans leur poste actuel. Donc la promotion va apprendre à se connaître. On évoque également les règles de vie, de confidentialité, de bienveillance, de tout ce qui va être dit à l'intérieur de cette promotion et de ce parcours. Ensuite, nous avons un disque. Je ne sais pas si vous connaissez le disque, n'hésitez pas à le partager dans le chat, qui est un outil pour mesurer sa posture managériale. Donc, tout un chacun de la promotion sera amené à passer ce test. Je l'avais moi-même passé il y a quelques années, ça m'avait énormément apporté. Le livrable est très important et impressionnant pour avoir un diagnostic sur aujourd'hui sa propre posture managériale et quels sont ses points d'appui et de progrès. Et également, il y a un débrief individuel pendant 2 heures avec un consultant certifié DISC, où là, on va vraiment creuser l'état des lieux avec la personne sur un diagnostic de posture actuelle. Et c'est fondamental pour ensuite continuer le parcours et progresser ou renforcer ses points forts et progresser sur ses points d'appui. Ensuite, vous avez des journées en présentiel. Donc la première, tout d'abord, va se structurer en 2 demi-journées. Et au global, on va traiter 4 thèmes forts qui nous paraissent importants pour développer votre leadership. Le premier matin, ça va être d'exercer son leadership en contexte incertain et de stress. Donc on est sur de la gestion du stress, de son propre stress et également le stress de ses équipes. Donc nous avons le colonel Mathieu Fromager qui est notre grand témoin, qui est dans l'armée du terre et qui a réalisé plusieurs opérations extérieures au Tchad et en Afghanistan, où il va évoquer comment il a pu gérer des stress non prévus et des stress prévus, comment il a pu créer une cohésion d'équipe en mission. Donc, il va évoquer ses clés à lui de succès de son leadership et donc échanger avec la promotion sur ces sujets. Derrière, il y aura un atelier de co-développement sur la gestion du stress pour que tout un chacun puisse partager vos problématiques en collectivité et arriver vers de la résolution, un plan d'action sur les points que vous remontez, donc entre pairs et avec le support et la méthodologie de Corinne. L'après-midi, ensuite, on fait la même chose, mais on change de thème. Savoir dépasser ses propres limites pour grandir et faire grandir. Donc là, le grand témoin, donc ce ne sera pas Pauline Desrouledes qui était le grand témoin de la session précédente, mais ce sera Mathieu Thomas. Mathieu Thomas qui est champion de France de badminton en handisport, qui prépare les JO 2024. Il va venir évoquer qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie pour avoir un handicap, comment il se reconstruit, comment il a interagi avec son entourage, comment il a pu se dépasser et comment son entourage s'est aussi dépassé avec lui pour retrouver une mission de vie, retrouver une motivation, et il va venir partager ça avec la promotion. C'est très fort. Et interaction derrière avec la promotion sur ce sujet, co-développement sur dépasser ses propres limites pour grandir et faire grandir. Ensuite, vous avez à distance 2 ateliers en classe virtuelle. Le premier qui est de nouveau sur la gestion du stress, le second de nouveau sur grandir et faire grandir pour pouvoir, avec du co-développement, qu'il y a d'autres problématiques que tout un chacun apporte
qui puissent être traités avec des solutions. Ensuite, la seconde journée se structure exactement comme la première, mais avec du coup deux thématiques différentes. La première, prévenir et gérer les conflits en leader bienveillant. Donc là, on est sur la gestion de conflits, des gestions de conflits, que ce soit entre deux pairs, que ce soit entre deux personnes à l'intérieur de son équipe, comment je gère en tant que manager, ou que ce soit des conflits plus collectifs. Donc maître Nicolas Charel, qui est avocat, qui travaille beaucoup avec les collectivités depuis des années, est aussi certifié médiateur depuis plusieurs années, et il va apporter non seulement la méthodologie de la médiation, qui est en plein développement, mais également aussi de la communication non violente, de la CNV. Et cette méthodologie, il était déjà venu à la précédente promotion, ça avait énormément intéressé la promotion, il y a eu beaucoup d'échanges avec notre maître, parce que vraiment la méthodologie de la médiation a des modalités d'application en tant que manager, et tout ce qui est communication non violente aussi, qui est essentiel pour continuer à développer ses compétences de leader. Atelier de co-développement ensuite derrière sur la gestion de conflits, et puis le management de la complexité. Le management de la complexité, notre grand témoin, c'est Chloé Beauvalet, qui a été CIO dans les entreprises et qui va dans des contextes aussi de forte transformation. Et elle va évoquer les clés de succès, quel est son regard à elle, de manager de haut niveau, de cadre supérieur, des facteurs clés de succès pour elle pour manager cette complexité sur les projets. Et donc là aussi, l'échange est très riche avec la promotion. Elle était également venue à l'automne dernier lors de la première promotion. Donc il y a ensuite des ateliers de co-développement à distance et on terminera par un présentiel qui était avant classe virtuelle, mais la promotion précédente avait tellement envie de se revoir pour repartager cette aventure humaine et tout ce qui s'est créé pendant ce parcours, avait envie de se revoir. Donc là, cette fois-ci, on a préféré créer un dernier jour en présentiel pour faire le bilan de tout ce parcours, des bilans des progrès de tout un chacun, et que chacun, avec le support de Corinne, reparte avec un plan d'action individuel pour continuer à travailler sur lui-même et continuer à développer ses compétences de leader. Donc le parcours a été construit de sorte que ça puisse être gérable pour vous, puisqu'on sait que vous avez un temps contraint aujourd'hui. Donc on a essayé d'équilibrer les temps en présentiel et les temps en distanciel pour que vous puissiez libérer du temps sur les temps en présentiel qui sont fondamentaux et également en distanciel que vous puissiez d'avoir de l'agilité pour caler les classes virtuelles dans vos agendas. Oui, Corinne, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Pardon, ce que j'ai je cru que voulais quelqu'un voulait ajouter, parler. c'est que par rapport au temps, on a eu le retour de la promo précédente en disant que finalement, c'est vrai qu'il y avait, c'est assez jalonné, voyez-vous, c'est rythmé, mais ça laisse des respirations. Et ce que les retours, alors je vous laisse les dire parce qu'ils sont, on a deux témoignages ici partagés, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est sur un apport et un équilibre entre les apports théoriques, les apports méthodologiques et le passage à l'action. Et le passage à l'action, il se fait en deux temps. Il se fait déjà au sein de la promo, parce qu'il y a vraiment un esprit promo qui est mis en œuvre. Et ce sont des groupes de taille, de petite taille. Hein. On est vraiment à taille humaine. Voilà, donc il y a vraiment un échange qui s'opère. Et après le passage à l'action, parce qu'entre chaque étape, on vous propose de passer à l'action dans votre réalité. Donc, on est vraiment dans des choses concrètes. Et par rapport au point que vous soulignez, vous avez souligné tout à l'heure, on est sur trois dimensions. La dimension du je, c'est-à-dire moi, le nous ensemble et le vous, parce que quand on est aussi leader, eh ben, on fait confiance à ses équipes et il y a des choses qu'on ne fait plus et qu'on laisse faire à ses équipes. C'est marquer la reconnaissance de leurs compétences et leur accorder confiance. Et donc vraiment, ce parcours, il est sur une infusion seule, des partages et des mises en œuvre ensemble. Et il est aussi sur ces dimensions, le je, le nous, le vous. Donc, vous voyez, par rapport à l'équilibre dont nous parlions précédemment, il n'y a pas de baguette magique, mais chacun va avoir une bonne recette. Donc ça, c'est quand même, voilà, les ingrédients sont là et chacun a à avoir une bonne recette, c'est-à-dire une recette qui fonctionne dans la réalité qui est la vôtre.
hein. On a un principe de pragmatisme tout au long de ce parcours. Et du reste, les grands témoins qui viennent sont des personnes qui sont extrêmement accessibles, qui sont à votre service et qui parlent de façon très concrète, hein, en allant vraiment dans des choses du quotidien. Donc, vous voyez, cette prise de hauteur, on l'a plus sur des apports de principe et on a aussi toute une partie qui est extrêmement tangible et qui s'inscrit sur la durée. Et moi, ce que je peux témoigner pour avoir passé 3 mois avec la promotion précédente où il y avait 8 personnes venant de réalités différentes. Certains étaient dans des plus petites organisations et d'autres dans des organisations plus importantes. Vous voyez, là, on a une personne d'un département, une autre de la région Île-de-France. On a eu aussi des communes de taille moyenne. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est de la prise de plaisir. Au début, effectivement, bon, chacun venait un peu à tâtons, intéressé, curieux, mais à tâtons. Et on voyait que les rendez-vous étaient vraiment des rendez-vous sur lesquels il y avait un engagement réel et sérieux. Et il y a vraiment eu un esprit promo. Et du reste, je sais que certains d'entre eux sont restés en contact après la promo. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un effet d'infusion pendant, mais aussi après. Voilà. Et puis peut-être que nous avons des Merci. questions, Laurence, par rapport Oui, à ce merci parcours et Corinne. à l'approche. Merci beaucoup à tous les deux, effectivement, pour cette présentation. On a beaucoup de réactions à tout ce que vous venez de dire. D'une part, des réactions en disant mais merci pour toutes ces informations et pour la découverte de ce parcours que nous ne connaissions pas. Donc ça, c'est formidable. Peut-être des questions très concrètes aussi sur quelle était la taille de la première promotion et est-ce qu'il y a des tailles indiquées, on va dire, pour ce type de parcours en termes de nombre de participants? Oui, oui, tout à fait. La taille idéale que nous estimons avec Corinne, c'est entre 8 et 15 personnes. Parce que la taille doit être suffisamment grande pour qu'il y ait des situations différentes et de l'interactivité, notamment dans les ateliers de co-développement, mais elle doit Mhm. être aussi à taille humaine, pas trop importante, pour qu'il y ait une intimité qui se crée entre tous les participants, des échanges Ouais, intimistes avec les grands témoins, et le co-développement, les ateliers de co-développement ne peuvent pas se faire à 30 ou 40 personnes. ouais, ouais, bien sûr. Alors aussi une question très concrète, est-ce que l'on peut se servir de son CPF pour ce parcours? Alors, oui, pour le CPF collectivité, oui, le CPF du Voilà, secteur CPF, privé, non. Mais le CPF collectivité, oui, c'est selon la volonté de chaque collectivité, bien sûr. en lien avec les agents, d'utiliser le CPF des agents. Mm. Et alors, je précise aussi, parce qu'effectivement, j'ai eu plusieurs questions à ce sujet, mais que les sessions en présentiel, à l'heure où nous parlons, se déroulent à Paris. Mais c'est vrai que nous avons beaucoup aujourd'hui de personnes qui nous écoutent, qui sont à la fois en province, mais aussi beaucoup d'entre elles dans les dom-toms. Donc, effectivement, étant en Outre-mer, cette formation n'est pas forcément complètement adaptée. Mais là, je vous tends une perche pour effectivement essayer de faire des choses géographiquement différentes pour que chacun d'entre nos suiveurs aujourd'hui puisse y participer. Oui, alors tout à fait. Dans la promotion précédente, il y avait une personne qui venait de loin, qui venait de Mayotte, et donc qui a organisé ses déplacements Mm, en venant en métropole pour avoir d'autres sujets en même temps. Donc ça, c'est une première astuce. Et on pense qu'on va pouvoir ouvrir aussi en distanciel ou en mode hybride la promotion pour qu'il y ait le plus d'audience possible et de mm. participants possible sans être bloqué par les déplacements, les contraintes liées aux déplacements et le coût des déplacements. D'ailleurs, à ce propos, la prochaine promotion va débuter le 9 mai et le premier Mhm. jour en présentiel sera le 30 mai. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez des informations complémentaires sur la prochaine promotion. Très bien. Moi, j'ai envoyé à tout le monde le lien, effectivement, vers le parcours sur le site formation de la Gazette des communes à chacun. Et puis, je réponds en même temps à quelques questions que j'ai vues passer. Combien de parcours sont organisés par an? Aujourd'hui, c'est au rythme de 2 par an.
mais bien Oui. évidemment, en fonction du nombre de participants, c'est un rythme qui peut être amené à évoluer. On nous demande aussi, bah voilà, moi je suis de tel service, est-ce que je peux participer à cette formation quand même? Très honnêtement, voilà, si vous êtes manager, quel que soit votre service, vous pouvez bien évidemment y participer. Ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un service petite enfance ou action sociale et pas finance ou juridique que c'est exclu. Au contraire, toutes les clés du management, quel que soit l'environnement, sont données lors de cette formation. Donc surtout, ne vous mettez pas de limites par rapport à votre fonction. Tout à fait, Laurence. Le Voilà. développement des compétences de leadership sont des compétences transversales qui ne dépendent pas d'un cœur de métier et on en a tous besoin, tout un chacun, pour notre développement. Et avec les enjeux, les défis que vous avez vus qui sont devant nous dans les collectivités. Absolument. Et puis j'ai eu deux questions sur effectivement, est-ce que moi si j'envoie 3, 4, voire 5 personnes d'une équipe de direction sur ce parcours, sur une même session, est-ce que selon vous, c'est conseillé ou plutôt déconseillé? J'aurais tendance à dire voilà qu'on peut se motiver naturellement au sein d'une même équipe et à travers la présence d'autres équipes, d'autres collectivités. Mais Corinne, Christophe, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, de mon point de vue, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire, dans la promotion précédente, il y avait 2 personnes qui venaient de la même collectivité. Et la session s'est bien déroulée, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Là, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire, s'ils sont suffisamment nombreux, il faut voir si on ne peut pas organiser un intra, selon le besoin de la collectivité. Ou alors, si les personnes viennent de services assez différents de la collectivité, on pourra étudier la question. Enfin, pour nous, l'essentiel et le pilier que pourrait également compléter Corinne, c'est que la personne elle se sente vraiment libre de parole et libre de se livrer totalement dans ce qu'elle est, de sortir de sa zone de confort, de, 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 de sortir de sa barre d'orgueil, d'humilité, etc., pour pouvoir progresser. Donc la personne, elle doit se sentir libre. C'est le plus important. Absolument. Alors, il y a ce point effectivement sur le fait de pouvoir être présent en authenticité et en vulnérabilité. C'est important parce qu'on est sur un parcours de formation sur lequel on peut sortir de sa zone de confort de façon à acquérir de nouvelles compétences. Hein, donc, on n'est pas sur une pratique de codev, de résolution de problèmes intra, mais on est vraiment sur un parcours de formation. Le point est une question d'équilibre parce que l'intérêt également d'avoir un parcours de formation sur lequel on commence une résolution de problématiques, c'est les surfaces de projection. Et plus on a de points de vue différents, ils sont complémentaires et ils permettent de donner une nouvelle réalité aux situations. Si par exemple sur un groupe de 8 personnes, nous avions 4 personnes issues de la même collectivité, on pourrait perdre cette pluralité de points de vue. Cette dynamique, Donc oui. voilà, alors après il est difficile de répondre de façon stricte. Oui, Ça s'analyse, comme le disait Christophe. Notre point, c'est que quand on est dans une dynamique en formation inter-organisation, le point d'équilibre n'est pas le même que quand on est en intra. Voilà. Donc, tout à il fait. y a peut-être différentes réponses qui pourraient être apportées en fonction du contexte qui a été présenté, Laurence. Et puis pour terminer, il y a plusieurs questions au-delà du service dont le manager d'une collectivité peut faire partie. Pas mal de questions sur, voilà, moi je ne suis pas encore manager, je souhaite le devenir. Est-ce que cette formation peut être faite pour moi? Cette formation peut être également aidée pour devenir formateur. Peut-on suivre cette formation à titre individuel en vue d'une évolution professionnelle en externe? Voilà, un petit peu les derniers questionnements que nous avons à la fin de cette intervention. Alors, si j'essaye de reprendre les différents points, euh, est-ce qu'elle peut être suivie dans le cadre d'un repositionnement professionnel? Potentiellement, oui.
Ensuite, il y avait quoi d'autre comme élément, Laurence, s'il te plaît? Cette formation peut-elle également aider pour devenir formateur? Alors, sur l'aspect co-développement, sur l'aspect animation d'ateliers de co-développement, il me semble que oui. Alors, c'est pas une certification au co-développement, parce que la certification au co-développement, c'est aussi, enfin, ça existe sur le marché, celui qui veut animer des ateliers de codev, mais en tout cas, acquérir un certain niveau d'approche du codev en ayant utilisé pour ensuite, dans sa collectivité, potentiellement utiliser le codev. À ce Et niveau-là, peut-être que ça peut. pour moi, on est plus sur une pratique après de codev que de Oui. formation codev. Hein, parce que on mobilise pas les mêmes choses et en plus, ça déséquilibrerait le groupe. L'objectif quand même, au début pour créer cette promo, c'est d'avoir des objectifs individuels, mais aussi un objectif collectif. Mmh. Donc, il y a ce point et on n'est pas sur une formation de formateur. On est vraiment sur une pratique. Oui, et pour répondre à aussi premier point sur les primo-managers, c'est plutôt non, parce que le parcours est vraiment, comme le vient juste de dire à l'instant Corinne, basé sur la pratique. Donc, c'est surtout des managers en poste depuis un certain nombre d'années, enfin, quelques années déjà en tout cas, qui ont une pratique managériale à partager au groupe et qui souhaitent progresser dans sa pratique managériale, sa posture managériale et son leadership. On a d'autres formations dans le catalogue Gazette pour répondre aux primo-accédants en termes de management. Donc, si la personne est intéressée, on pourra regarder les formations qui correspondent le plus. Mais le parcours top leader, c'est plus pour des managers quand même aguerris avec une certaine seniorité. Très bien. Bah, écoutez, j'ai envie de conclure avec l'une des réflexions, on va dire, d'une des participants qui nous a suivis aujourd'hui et qui nous remercie et qui vous remercie surtout pour cette, je cite, session très inspirante. Donc vraiment, merci Corinne, merci Christophe. Vous avez à l'écran les différents moyens que vous avez de nous contacter. Je vous ai mis dans le chat voilà, le lien vers le top leader. Et puis, surtout, merci de nous avoir suivis aussi nombreux ce matin. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction par rapport à ce webinaire à la suite de la session. Merci d'avance de pouvoir y répondre. Cela nous permet vraiment de nous améliorer au fil du temps et au fil des problématiques abordées. Et puis encore une fois, merci à nos deux intervenants. Très bon appétit à tous, bon après-midi et nous espérons vous retrouver nombreux sur la prochaine session du parcours Top Leader Territorial. Merci. Merci. Une très belle journée à chacun. Au revoir. Bonne journée à Merci, tous. c'était un plaisir. Nous aussi, au revoir.